Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Voilà, l'idée de cette conférence m'est venue en 2018, vers le mois de juin. Il y avait une réunion au Garibaldien sur un livre de Daniele Iacchesi qui s'appelle L'Italia Liberata. C'est un livre de témoignages sur la résistance. Et il y avait un certain nombre d'Italiens et d'amis italiens. À côté de moi, il y avait une dame qui a dit « Je ne viens jamais au Garibaldien ». Alors, les Garibaldiens, c'est un local rue des Négriers où se rendent les associations italiennes de la région. Il a appartenu au Parti communiste italien et maintenant il est la propriété d'un peu toutes les associations. Donc près de moi il y avait une dame qui dit je ne viens jamais ici, mais là je viens parce que vraiment on sent le danger. Si vous vous souvenez, mai 2018, c'est un gouvernement où on trouve les 5 étoiles et la Ligue avec un homme fort dans le gouvernement italien, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur. Et l'idée est venue, oui, on a besoin de parler des capacités de la résistance italienne, donc on voit cette montée, ces relents de fascisme en Italie, et je me suis dit, je vais y prendre part. Je vais y prendre part, les Italiens et aussi les amis de l'Italie, parce que nous qui sommes nés pendant la guerre ou dans l'immédiate après-guerre, nous sommes ceux qui avons connu, ceux qui ont résisté dans la force de l'âge. Maintenant, il commence à disparaître les gens qui avaient 25 ans en 1945, quand on regarde leur âge aujourd'hui, et nous sommes parmi ceux qui peuvent le plus recueillir leurs témoignages et les diffuser. Et donc, j'ai l'idée de reconstituer en quelque sorte l'histoire de la résistance italienne en mettant en scène des personnages, soit que j'ai connus, alors ma propre famille, mon père qui était ouvrier métallurgiste à Luino au nord du lac Majeur, à la frontière suisse. Il était ouvrier métallo et il a commencé en fonderie à 11 ans et il a donc participé à des grèves sous Mussolini à un moment où la grève était punie de prison. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, il a voulu venir en France. Je vous parlerai aussi du village de ma mère, qui s'appelle Torno di Ferrere, qui est le dernier village de l'Union de la Romagne, avant la Ligurie. Il s'appelle Torno di Ferrere, qui se situe par là, à la limite des provinces, et ça a été un village de juste, et j'ai recueilli des témoignages dans ce village. Les gens ont abrité des déserteurs, et le village est organisé. Et donc, de ces témoignages, je vous ferai part. Je vous parlerai aussi de Bruno Buozzi. Bruno Buozzi, il est assez connu en Italie, pas du tout en France. C'est le secrétaire de la CGT Tendance socialiste qui a traversé la période de résistance, et je connais la trajectoire de sa vie par ses descendants. Même chose, donc les descendants des résistants m'ont transmis des histoires. C'est le cas aussi des FTP, main-d'œuvre immigrée d'Argenteuil, où là, je parlerai de Rino della Negra, qui faisait partie du groupe Manouchian. Et puis, j'ai utilisé aussi des gens qui m'ont frappé par leurs écrits, en particulier Grimolet, juif italien déporté, qui a écrit entre autres Si c'est un homme, et puis aussi Pierpaolo Pasolini, qui a fait des déclarations absolument douloureuses sur la mort de son frère, un partisan tué par d'autres partisans. Voilà, donc c'est cette histoire de la résistance à travers les personnages que je vais tenter de restituer, et voilà quel cheminement on va essayer de prendre. Eh bien, tous ces gens dont je vous ai parlé, leur résistance a commencé au temps du fascisme.
Et puis, elle s'est poursuivie quand l'Italie a été envahie par l'armée allemande. Donc, j'ai commencé par les 3 temps du fascisme, 2 temps très courts. Alors, le premier temps, c'est le fascisme qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire, du discours qu'on appelle le discours de San Sepolcro. C'est un discours complètement anti-système, ça dure 2 ans. C'est un fascisme carrément révolutionnaire contre anticapitaliste. Ensuite, il est suivi d'un fascisme que j'ai qualifié d'opportuniste, c'est-à-dire que le fascisme prend un masque parlementaire tout en continuant ses coups de force qui vont amener la marche sur Rome. Et puis après, ça sera un fascisme de longue période, un fascisme d'État. C'est le vingtaine fasciste de 1923 à 1943 qui va se terminer par la période de 45 jours. Ce sont les 45 jours de Badoglio. Badoglio, c'est un général fasciste qui va, pour faire bonne figure vis-à-vis des Alliés, démanteler le fascisme et demander un armistice. Et cet armistice va provoquer l'invasion allemande, et à ce moment-là, ça ne sera plus seulement la résistance contre le fascisme, ça sera la résistance contre le nazifascisme, notamment contre les Allemands. Ensuite, quand l'Italie entre en résistance, il y a déjà des Italiens qui sont en résistance. Et c'est le cas en France. La France, eh bien, elle a été envahie en 1940, et les Italiens, notamment les Italiens d'Argenteuil, sont entrés en résistance vers 1942, quand se sont constitués les francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrée. Et donc, on suivra cette résistance, surtout à Argenteuil, et on trouvera aussi quelques résistants à Nogent. Nogent et Argenteuil sont les 2 grands pôles d'émigration italienne. Il y en a d'autres, mais ceux-là, on les connaît particulièrement parce qu'ils ont fait l'objet d'études universitaires. Et puis, je poursuivrai sur la résistance italienne, et ces 3 temps, elle a du mal à se développer au début, sous la République dite République de Sao, qui est une république qui a été fondée sur le lac de Garde. Et puis, finalement, la résistance va se développer, la répression aussi, en particulier le massacre des fosses ariatines, qui se traduit par l'exécution de 335 Italiens, dont 75 juifs. Et puis, les choses vont tourner. L'Italie va marcher vers sa libération. Ça sera la libération de Rome, puis celle de l'Italie entière, avec des problèmes que j'évoquerai entre les alliés et la résistance, entre les partisans. Et je terminerai sur l'Italie d'aujourd'hui, confrontée à cette montée du fascisme, mais aussi avec des bouffées d'espoir, et c'est là-dessus que j'en terminerai. Donc, revenons à nos débuts sur ce fascisme socialisant du discours de San Sepolcro. Là, il va commencer cette résistance des personnages dont je vous ai parlé. Alors, ce fascisme de San Sepolcro, ce fascisme révolutionnaire, pour le résumer, il suffit de se reporter aux propos de Mussolini qu'il écrit dans son journal Il Popolo d'Italia, et voilà ce qu'il dit. Nous nous permettons d'être pour l'aristocratie et pour la démocratie, pour la réaction et pour la révolution, pour la légalité et l'illégalité, selon les circonstances du temps, du lieu, de l'ambiance. Ça dit tout. C'est-à-dire qu'il va de tous les côtés. Et au cours de cette période, il frappe aussi bien de grands propriétaires que de temps en temps des paysans qui sont en lutte quand ces paysans font partie d'organisations. Et en particulier, dans les campagnes, on trouve dès cette époque
le Parti socialiste révolutionnaire d'Émilie-Romagne, fondé dès 1881. Et en Italie, la structure des campagnes est tout à fait différente de celle de la France au début du XXe. En France, avec le droit d'aînesse de la Révolution, on a de petites propriétés. En Italie, dans la plaine du Pô, on a des latifundia avec des journaliers qui, dans cette période révolutionnaire qui va de 1918 à 1920 et qu'on appelle le Biennio Rosso, ces paysans ont constitué des case del popolo, c'est-à-dire des maisons du peuple où il y a diverses activités, et ils sont organisés. Et Mussolini va frapper ceux qui sont liés au Parti socialiste. Et il va soutenir, par exemple, ceux qui sont en lutte contre le propriétaire, mais qui sont plutôt anarchistes. Alors, ce fascisme d'ailleurs, il est soutenu par le mouvement futuriste, par des peintres notamment connus, Tommaso Filippo Marinetti, Mario Sironi, flirtera avec un peintre, mais alors lui, beaucoup plus connu, c'est Giorgio de Chirico. Et donc c'est un mouvement qui se constitue avec les troupes, notamment les troupes d'assaut de l'armée italienne et aussi des anarcho-syndicalistes. Et au cours de cette période, vous la trouvez dans le film de Bertolucci, Novecento, et à un certain moment, vous avez d'ailleurs des femmes qui s'assoient, si vous vous souvenez du film, pour faire face aux gendarmes qui viennent déloger les paysans qui occupent les propriétés. Et ces femmes chantent la Lega. C'est là che siamo donne, paura non abbiamo, in Lega ci mettiamo. Et vous avez un vaste mouvement où vous avez les masses paysannes et où les femmes jouent un rôle extrêmement important et elles ne sont pas tendres. Un peu plus tard, elles ajoutent Crumiri e padroni sono tutti di ammazzare. Ça veut dire les patrons et les croumirs. Alors les croumirs, ce sont les jaunes, ceux qui brisent les grèves. Il faut les zigouiller, ni plus ni moins. Et au cours de ce biennio, les luttes s'amplifient dans les campagnes et aussi dans les usines. Et deux protagonistes dont je vous ai parlé tout à l'heure, mon père et Bruno Buozzi, vont se trouver en lutte ensemble. Bruno Buozzi, dont j'ai connu la trajectoire de vie par ses descendants, est secrétaire de la FIOM. La FIOM, c'est la Fédération italienne des ouvriers métallurgistes. Et il lance la grève des 8 heures. Et mon père l'a fait, cette grève des 8 heures. Il est entré en fonderie à 11 ans. Et la grève, elle s'étend de décembre 1918 à février 1919. C'est la grève pour les 8 heures. Et en Italie, on chante beaucoup. On chante les luttes, on chante le travail, on chante la politique. Et j'entends encore mon père me chanter « Si 8 ore vi sembrano poche, venite voi a lavorare ». Vi sembran poche, provate voi a lavorare. Si 8 heures c'est peu, venez-vous les patrons travailler à notre place et ils vaincront. Les 8 heures seront obtenues en Italie et c'est une lutte qu'on va retrouver ailleurs en Europe, la lutte pour les 8 heures en France après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi, je crois, c'est vers 1919, avant que l'Assemblée soit une assemblée de l'horizon. Eh bien, quand on a encore une majorité socialiste à la Chambre, on a les 8 heures en France aussi. Et là aussi, si on fait référence au cinéma, on a ces luttes. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Monicelli, les camarades. Ça se passe dans une filature à Turin et les ouvriers sont venus pour passer de 14h à 13h. On travaillait 14 heures, 6 jours sur 7. Et donc cette période très mouvementée, elle se termine par une occupation d'usine à Turin qui crée la division dans le mouvement ouvrier parce qu'elle est menée par Gramsci,
qui constitue à l'intérieur du Parti socialiste la branche qui va être la branche communiste, avec la tendance Ordine Nuovo à Turin. Et le monde ouvrier est divisé, le gouvernement de Giolitti ne soutient pas le mouvement, et le Biennio Rosso s'étiole vers à la fin de 1920. Et Mussolini, lui, qui a tenté les élections de novembre 1919, est déçu aussi, il fait du 0,0 et quelques pourcents, son mouvement. Et donc les deux mouvements sont remis à zéro. Mais Mussolini va se refaire, il va se dire qu'il faut prendre un masque parlementaire, et on arrive à la phase du fascisme opportuniste. Il intègre une liste menée par Giolitti, c'est une liste qui s'intitule le Bloc national, et il arrive à avoir 6% des sièges à l'Assemblée. Avec sa couverture parlementaire, il a multiplié les coups de force, mais cette fois, contre le mouvement ouvrier, il y a un second saccage de la vente, les coups de force se multiplient. Contre ces coups de force, le mouvement ouvrier, en juillet 1922, lance une grève de masse. Cette grève elle est réprimée par les fascistes eux-mêmes qui obligent les ouvriers à retourner au travail, certains le pistolet sur la tente. Cette grève est un échec et finalement se sentant fort, réunissant 720 000 membres en juin 1922, Mussolini va lancer la marche sur Rome. Les 27 et 28 octobre 1922, les fascistes se présentent donc aux portes du pouvoir à Rome, et le roi Victor Emmanuel III va céder, et il va charger Mussolini de faire un gouvernement. Et on arrive là aux prémices du vingtième fasciste. Mussolini va demander des pleins pouvoirs, il va les obtenir par les 2 tiers des voix en faisant le chantage du chaos. Et là, immanquablement, on peut faire la comparaison avec le 10 juillet 1940 en France, quand une assemblée de Front populaire a donné les pleins pouvoirs à Pétain. Il se passe exactement le même phénomène pour éviter le chaos. Vous avez Bonomi, qui deviendra président du Comité national de libération italienne, qui vote l'investiture de Mussolini. Des gens comme De Gasperi, qui seront plus tard des démocrates européens, votent l'investiture de Mussolini. Et donc, il arrive au début 23 avec les pleins pouvoirs. Et là, il va se donner tous les leviers du pouvoir. Il va faire voter une loi qui, avec 25% des voix, donne 50% des sièges. Il va créer des organismes parallèles à tous les organismes d'État. Les préfets normaux, entre guillemets, seront assistés de préfets violents fascistes, et ça va remonter jusqu'au sommet de l'État avec le grand conseil du fascisme qui en fait va tenir lieu de gouvernement. Et muni de tous ces pouvoirs, Mussolini va avoir une propagande telle qu'il n'a même pas besoin de sa loi pour remporter haut la main les élections d'avril 1924. En 1924, il obtient les 2 tiers des voix sur une liste alors, qui est un peu masquée, qui s'appelle Il Listone, où il a réussi à avoir des techniciens entre guillemets, enfin bref, il a la majorité. Et là, il se déchaîne, il a des discours d'une violence inouïe, et il menace l'opposition d'être fusillé dans le dos. Et dans ce climat de violence disparaît un député dont le nom demeure emblématique, c'est Matteotti, Giacomo Matteotti. Et Matteotti va disparaître et son cadavre va être retrouvé au mois d'août 1924.
Et compte tenu de ce climat de violence, il n'y a pas de doute, c'est bien cette atmosphère chauffée par Mussolini qui a occasionné cet événement. Et les députés vont faire grève. Parmi eux, Bruno Buozzi, ça va être la grève de l'Aventin. Les députés socialistes vont refuser de siéger, et on l'appelle grève de l'Aventin en référence aux plébéiens qui, pour protester contre les patriciens qui monopolisaient le pouvoir à Rome, s'étaient retirés sur cette colline. À un moment, Mussolini va vaciller, puis il se reprend. Il se reprend dès 1925 en faisant en sorte que dans le monde ouvrier, les seuls syndicats qui puissent négocier avec le patronat soient des syndicats fascistes. Enfin, il obtient du patronat de négocier qu'avec des syndicats fascistes, et mon propre père en fait l'expérience. Vers 1930, il fait grève, la grève est passible de prison et il est défendu par les syndicats fascistes. Et les syndicats fascistes viennent le voir et ils disent on a gagné, tu ne vas pas en prison. Mais sur son livret de travail est noté Sciopero in tempo di fusione. Il était fondeur et sa grève avait un caractère ludiste, c'est-à-dire de destruction de matériel. Les ouvriers avaient laissé la fonte en fusion dans les cuves et ça avait fait du dégât. Et avec un tel livret, il n'a jamais pu retrouver du travail en Italie, et c'est pour cette raison donc qu'il a trouvé un moyen d'émigrer en France. Donc en 1925, déjà, les syndicats sont quasiment sans pouvoir. En 1926, ce sont les lois dites fascistissimes, et ces lois instaurent le délit d'opinion. C'est-à-dire que dès qu'on est en opposition avec le pouvoir, eh bien, l'organisation est dissoute. Et de cette façon, peu à peu, toutes les organisations d'opposition sont dissoutes, elles disparaissent, et c'est le moment de l'exil. Et c'est l'exil, en particulier de Bruno Buozzi. Il se trouve à l'extérieur de l'Italie, à un congrès vers Zurich, et il reste à l'extérieur. Sa famille est inquiétée dans son immeuble à Turin, c'est Amorte Buozzi, des menaces continues, et sa femme, ses enfants vont émigrer vers la France. 1926, c'est aussi Turati, c'est Nenni, c'est Togliatti qui va lui en Union soviétique. Ce sont des emprisonnements, l'emprisonnement de Gramsci notamment, qui ne sortira de prison qu'en 1937 pour ne survivre que quelques mois. C'est le grand temps de l'exil et de l'emprisonnement. Et sous cette chape, aucune organisation n'arrive à survivre en tant que telle. Il y a quand même le Parti communiste et un parti qui s'appelle Giustizia et Libertà, qui arrivent à maintenir des cellules clandestines en communication. Et il y a même un journal communiste qui arrive à sortir jusqu'en 1930, c'est l'Unità, avec un autre, l'Avanguardia. Mais quand même, sur cette période, il y a une chose étonnante. À un certain moment, les antifascistes et les fascistes vont se trouver réunis. C'est le moment des manifestations pour la libération de Sacco et Vanzetti. Sacco et Vanzetti sont des anarchistes qui ont été condamnés à mort en 1920 pour une question d'homicide lors d'un hold-up, et ils se disent innocents. Et donc, de procès en procès, leur cas va durer jusqu'en 1927. En 1927, il y a encore des manifestations. Il y a encore des manifestations pour Sacco et Vanzetti, et c'est Mussolini lui-même qui écrit au gouverneur du Massachusetts pour la libération de Sacco et Vanzetti.
et finalement, vous le savez, ils seront élus. Une fois Dali en main, eh bien, Mussolini va poursuivre son contrôle sur la société et il faut prendre en main la formation de la jeunesse. Et la formation de la jeunesse, jusque-là, elle est aux mains de l'Action catholique. Et pour la prendre en main, Mussolini va essayer de mettre le pape de son côté. Et par les accords de Latran de février 1929, il va redonner au pape un territoire. Le pape n'était que locataire du vêtement. Il n'avait pas de territoire à lui. Et donc, le pape va devenir un chef d'État. Et Mussolini va faire du catholicisme la religion d'État. Pas besoin d'aller à la mairie pour se marier, aller à l'église suffit. Et de cette façon, il va en quelque sorte neutraliser le clergé dans sa prise en main de la jeunesse. Et c'est particulièrement visible dans un livre qui a eu du succès qui s'appelle Canale Mussolini, où on voit des fascistes qui bastonnent un peu trop fort d'ailleurs un prêtre qui le laisse mort sur le terrain. Les fascistes faisaient la chasse aux prêtres qui se trouvaient près de la jeunesse et finalement le Vatican réagit assez peu et Mussolini arrive à mettre la main sur la jeunesse et à former ces petits balils dont je vous parlerai tout à l'heure, les Mojantais qui allaient en colonie en Italie parce que c'était gratuit, ils revenaient habillés en balila des colonies italiennes, des colonies de Mussolini. Donc une emprise très forte sur la jeunesse et une fois qu'il a bien en main la société, Mussolini va se lancer dans l'aventure coloniale. Ça va être la guerre d'Éthiopie où va s'illustrer alors d'armes de gaz toxiques sur la population et le 1er mai 1936, Badoglio va rentrer en vainqueur dans Addis Abeba, malgré la résistance héroïque du Négus Haïlé Sélassié. Et puis le fascisme va avoir un certain coup de mou et Mussolini a besoin de relancer sa propagande et il va lancer une campagne antisémite en 1938. Et tous les juifs vont être fichés en Italie et les juifs étrangers vont être réunis dans des camps de concentration. Et ce mouvement antisémite va être fort, mais il n'y aura pas de déportation de juifs vers l'Allemagne jusqu'à fin septembre 1943, moment où les Allemands envahissent l'Italie. Mais tous les juifs sont fichés et certains sont en camp de concentration. Et Mussolini, à partir de là, essaie de se relancer et devient de plus en plus proche d'Hitler, avec lequel il a eu quelques différends, parce qu'il voulait avoir une mainmise sur l'Autriche, et là, il s'est trouvé en rivalité avec Hitler. En 1934, lorsqu'il y a eu un putsch manqué, Mussolini avait envoyé 2 divisions à la frontière. L'Anschluss de 1938, qui n'y a pas non plus fait plaisir, mais finalement, étant lâché, entre guillemets, par la France-Angleterre, avec qui il avait essayé de se rapprocher à 1935 à la conférence de Stresa, mais qui ne l'avait pas suivi compte tenu de sa politique coloniale et de la guerre d'Éthiopie, eh bien, il bascule complètement du côté de l'Allemagne, et en 1939, c'est le pacte d'Acier où chaque pays décide d'être aux côtés de l'autre quand l'autre entrera en guerre. Et à partir de 1939, dès qu'il se sent prêt,
Mussolini va suivre Hitler. Alors pas tout de suite, il ne se sent pas de taille, mais il lancera ses troupes vers la France le 10 juin 1940, sans grand succès. Il pensait aller jusqu'à Nice et il va s'arrêter, les troupes italiennes vont s'arrêter au début des vallées alpines, et puis c'est le début des déboires. En Union soviétique, les Italiens vont avoir 210 000 morts. En Afrique, ça va être la bataille de Bir Hakeim, où les troupes allemandes et italiennes vont être arrêtées par le général Koenig, et puis ce sera leur défaite à El Alamein en Égypte. En Grèce, où Mussolini pénètre en 1940, il a besoin de l'aide des Allemands en 1941, et finalement, il ne pourra pas éviter un débarquement en Sicile en juillet 1943. Et là, ce n'est trop, il est lâché par ses généraux. Le Grand Conseil du fascisme le destitue et on va passer à la période Badogne. Alors voilà une année à l'opportunisme de Badogne. Alors, Badogne va faire une proposition aux antifascistes qui sont revenus en Italie. Les grands partis se sont reconstitués et sont en mesure de se concerter. Badogne leur fait une proposition d'un gouvernement d'union nationale, et voilà ce qu'il propose. Il propose de démanteler toutes les structures fascisme, y compris le Grand Conseil du fascisme, de libérer les prisonniers politiques. C'est les deux grandes mesures qu'il avance. Mais il ne sera pas suivi par les antifascistes parce qu'il laisse tel quel l'alliance avec l'Allemagne pour le moment. Ce qu'il a envie de faire, c'est se laisser le temps d'avoir une belle façade vis-à-vis des alliés, le temps de mettre à bas les institutions, de paraître un peu plus clean, on pourrait dire. Et aussi, il laisse intact le fichier de recensement des Juifs. Alors, les partis refusent, mais paradoxalement, Bruno Watts va accepter d'entrer au ministère du Travail parce qu'il pense que, essayant d'apparaître sous un meilleur jour aux alliés, Badogne va accepter les avancées ouvrières qu'on ne pourrait pas avoir à d'autres moments. Et effectivement, il réussit à monter les pouvoirs des conseils d'atelier, et ces pouvoirs nous persisteront plus tard, après la libération. Mais mis à part lui, ça sera une opposition à Badogne des antifascistes. Alors, cette période Badogne, elle a quand même quelques points positifs. C'est le démantèlement des organisations fascistes. Et si on prend les spécialistes, les historiens spécialistes de la période en France, qui sont Bernstein et Milza, ils disent que là c'est bien la fin du vingtaine, que tout est démantelé, qu'on a les institutions originelles italiennes. Mais cette appréciation est tout à fait discutable quand on regarde les faits. Les Italiens rejettent Badogne, et fin du mois de juillet, il y a des grandes manifestations. Il y a 83 morts en Italie en juillet 1943, dont 20 à Bari et 10 à Reggio Emilia. Donc ça ne se passe pas bien du tout. Les prisonniers antifascistes, assez peu, sont libérés, et les fascistes emprisonnés arrivent à s'extraire de leur jeu assez facilement. Un point positif tout de même, c'est que Badogne déclare Rome ville ouverte
en juillet 1943, il retire les DCA italiennes de la ville et pendant le mois d'août, la ville de Rome n'est pas bombardée. Alors, les bombardements reprendront en septembre lorsqu'il y aura l'invasion allemande, mais au mois d'août 1943, Rome est indemne après avoir été atrocement bombardée en juillet 1943, où il y a 3000 morts dans un bombardement à Rome et où le pape se fait une renommée. Il va sous les bombes assister les gens, ce qui donne une certaine aura au Vatican. Donc, voilà la période d'Adolphe qui se termine par la demande de l'armistice. Le 3 septembre 1943, Adolphe demande l'armistice et il ne rendra public que le 8 septembre pour laisser aux Alliés le temps de débarquer. Et il espère que ce débarquement se fera au nord de Rome. Vous voyez, il espère un débarquement par ici. Vous voyez, au nord de Rome. Mais finalement, les Allemands se méfient quand même, parce qu'il a retiré des DCA de Rome, on ne peut pas dire qu'il s'est montré très coopératif avec l'Allemagne, sinon jouer sur les deux tableaux. Et finalement, le débarquement se fait à Salerne, alors que je sais, voilà, Salerne c'est là, c'est au sud de Naples. Voyons que les choses tournent mal. Baron plie bagage avec le roi et va à Brindisi, tout au fond de la route. Et là, il va prendre les armes et se lancer dans la résistance de Rome. Alors, ce moment d'armistice, c'est un moment de cafouillage. En Italie, c'est un moment de panique, carrément. C'est l'invasion allemande et voilà ce qu'on dit Primo Levi. Voilà. 20 le 8 septembre, le serpent vient de prix des divisions nazies dans les rues de Milan et de Turin. Le réveil est brutal. La comédie était finie. L'Italie est un pays occupé comme la Pologne, comme la Yougoslavie, comme la Norvège. Donc, les Allemands déferlent sur l'Italie, et c'est la panique, parce que, en particulier, au niveau des soldats qui étaient en garnison, hier, ils étaient alliés de l'Allemagne devient un ennemi. Et alors, certains s'enfuient de leur caserne, le gouvernement a Brindisi, d'autres y restent, et ceux qui restent, eh bien, sont faits prisonniers par les Allemands qui leur donnent un choix. Soit ils rejoignent l'armée de la future République de Salo, soit ils vont aller travailler en Allemagne. Il y a 800 000 Italiens qui sont déportés vers l'Allemagne et ils ont un statut de travailleurs civils. Ils ne sont même pas couverts par la Croix-Rouge, ils ont un statut particulier et mon beau-père, Giacomo Zunelli, a été menacé de mort après avoir fait 2 tentatives d'évasion. Le règlement, c'était on est fusillé. Donc, panique aussi pour les Italiens qui se trouvent avec l'armée allemande en Russie en 1943. Ça passe qui se passe et une amie de Gouard en Vénétie a recueilli des témoignages dans son village. Voilà ce que dit un habitant qui faisait partie des Italiens intégrés avec l'armée soviétique. Nous n'avons pas eu d'informations sur l'armistice. Seulement, l'attitude menaçante des Allemands nous faisait comprendre qu'il était arrivé quelque chose de grave. Il n'y a pas eu de fusillade. Nous avons été arrêtés tout de suite.
Donc, panique intégrale, et comme je le disais tout à l'heure, les premières résistances. Les antifascistes s'organisent à Rome, et Bruno Borzi rejoint Sandro Pertini à une porte au sud de Rome qui s'appelle la porte à San Paolo. Et cet homme de 60 ans me fait irrémédiablement penser à Salvador Allende, avec un casque et le fusil. Il doit avoir 60 ans, il est né en 1881, donc on est en 1943. Il a plus de 60 ans, donc il prend son fusil et il va aux portes de Rome pour défendre la capitale. Bien sûr, c'est symbolique, ils n'y parviennent pas. Et l'Italie est donc envahi, et le front finit par se stabiliser. Le front se stabilise sur la ligne Gustave. Vous voyez, je l'ai noté, j'ai lu sur cette carte. Cette ligne Gustave, elle se situe donc entre Naples et Rome, parce que les Alliés ont réussi à passer Naples. Naples s'est défendu. Naples a réussi à désorganiser les Allemands suffisamment pour qu'ils se replient plus haut, et les Alliés, donc débarqués à Salers, ont pu progresser jusqu'à cette ligne Gustave qui passe par une abbaye, qui est l'abbaye du Monte Cassino, qui donnera lieu à cette bataille célèbre. Donc voilà la situation de l'Italie à l'issue de cette période Adolphe. Et là va commencer la mise en place de la résistance. Un comité national de libération va siéger à Rome. Et puis, la République de Salo va se mettre en place. Alors Salo, ça se trouve sur le lac de Garde, à peu près par là. Et ce sont les premiers maquis qui vont prendre forme. Et Primo Levi va mettre sur pied un maquis. Voilà ce qu'il dit. Ce n'était pas sans mal que j'en étais décidé à choisir la route de la montagne et à contribuer à mettre sur pied ce qui, dans mon esprit et celui de mes amis bien plus expérimentés que moi, était censé devenir une bande de partisans affiliés à Justitia et Libertà. Et donc, les premiers maquis, le CNL, alors le comité national de libération italien va être constitué de 6 partis. 3 partis de gauche, le Parti communiste, le Parti socialiste et le Partito di Azione, le Parti d'action qui est l'ancien parti Justice et Liberté des frères Rosselli. Il s'est transformé en parti d'action en juin 1942, et puis 3 partis du centre ou de droite, ce sont la démocratie chrétienne, le parti du travail, ce sont les partis du centre, et le parti libéral, lui qui est antifasciste, mais qui se situe à droite. Et ils vont essayer de mettre sur pied une structure avec des brigades, des compagnies, des bataillons, enfin des bandes au début, et ça se termine par des brigades. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans les équipes de base, on trouve des équipes de femmes. Et on les appelle des groupes di difesa della donna. Et il y a un film qui met en avant l'une de ces héroïnes qui s'appelle Gina Galeazzi Bianchi. Ce film, c'est L'Agnese va a morire de Giuliano Montalvo de 1971. Et donc, une part importante des femmes italiennes dans cette résistance, à la base de cette résistance. Et donc, voilà donc la situation en Italie fin septembre 1943, quand commence cette résistance contre le nazifascisme. Et comme je vous le disais tout à l'heure, certains Italiens sont déjà en résistance. C'est le cas en France. En France, on trouve 3 pôles de résistance.
Les communistes, un pôle socialiste et un pôle justitia et libertà. Et ces pôles ne sont pas inactifs. En particulier, à Argenteuil est constituée une fratellanza dès le milieu des années 30, parce qu'il est plus facile de faire des tracts en France, de les passer en Italie, que de les imprimer en Italie, tellement la pression est forte sur les gens en Italie. En 1939, il y a 6 millions d'adhérents au parti fasciste. Alors, le parti fasciste, c'est le PNF. Et souvent, le PNF, il se traduit par pour nécessité familiale. C'est-à-dire que si on n'y est pas, on n'a pas de boulot, on n'a pas de travail. N'empêche que ça fait 6 millions d'adhérents. Et la pression est extrêmement forte. Et donc, on a cette relation avec l'Italie qui s'établit. Et les syndicalistes, socialistes et communistes vont se rapprocher de la même façon qu'entre 1934 et 1936, les deux CGT, celle de Mongeau et celle de Montfrachon, s'étaient rapprochés et s'étaient fondés en une seule CGT sous le Front populaire. Et bien, le même mouvement est amorcé entre Bruno Buozzi et son compère Giuseppe Di Vittorio, qui vont donc mettre sur pied la jonction des deux tendances de la CGT. Mais ces pôles-là vont être vite décapités. Dès 1939, Luigi Longo, qui était le chef de file des communistes, va être interné. Il va être, comme d'autres communistes, accusé de reconstitution de mouvements dissous, parce que les communistes, après le pacte germano-soviétique, ont été mis hors la loi en France. Bruno Buozzi va être attrapé par les Allemands lorsqu'il rend visite à l'une de ses filles, Ornella, qui vient d'accoucher. Di Vittorio, lui aussi, sera capturé. Ils vont faire un séjour en Allemagne et puis ils seront envoyés vers l'Italie. Di Vittorio dans une île qui s'appelle l'île de Ventotene et Buozzi près de Pérouse à Monferrato, je crois. Donc voilà ce qui se passe en France avec les deux grands pôles dont je vous ai parlé, Nogent et Argenteuil, mais ce ne sont pas les seuls, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont ceux dont on parle, mais par exemple l'ancien ministre de la Culture, Aurélie Philippe Petit, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les derniers jours de la classe ouvrière », raconte l'histoire de son père, qui a été mineur et maire d'une commune à l'est, dans un village qui s'appelle Audun-le-Tiche, où des mineurs étaient résistants et les mineurs ont été déportés par les Allemands parce qu'ils ont été conduits par la direction du mine au fond pour les capturer. Même chose à Marseille, il y avait aussi de la résistance, mais il y a deux universitaires, pour Nogent, c'est Marie-Claude Blanchaléa, et pour Argenteuil, c'est Antoine Canov, qui ont fait des études particulières sur ces deux pôles qu'on connaît. Alors, Nogent, je vraiment un peu plus parce que j'y suis né. Alors, Nogent, dans les associations italiennes, on dit Nogent à la blanche, Argenteuil à la rouge. Alors, Nogent est un peu blanc. Et voilà, il y avait, quand j'étais gamin, une mission catholique italienne. Et là, elle est décidée par Giovanni de Montagne, c'est le futur Jean 23. Et moi, votre serviteur, je suis dans le bras de ma maman. Alors, ça doit se passer, je dois avoir 3 ans, donc je suis en 42, en 45. Et mon père rapporte qu'il a dit ce petit, la terre intelligent, il va devenir cardinal. Dans ce genre, il y avait quand même des résistants, quelques antifascistes égarés, comme mon père, mon beau-père,
Alors, mon père, parce qu'il était venu là, parce que bon, il fallait qu'il parte d'Italie, il avait un frère qui travaillait dans une entreprise de terrassement, parce qu'en général, à Nogent, ce sont des maçons qu'on va trouver, les Cavana, les Taravella, c'est des familles de maçons. Et donc, il avait un frère qui était là, donc il est venu là, il était un des seuls métallos sur Nogent. Et il y avait tout de même des cellules sur la région de Nogent, Champigny, Montreuil, et en particulier à Champigny, Auguste Taravella, qui a fait dérailler un train et il a réussi à paralyser sur la région parisienne tout le transport allemand pendant 3 semaines. Auguste Taravella, donc ce sont des résistants qui sont carrément inconnus et qui ont eu un rôle important. Il a été dénoncé et fusillé par les Allemands en octobre 1941. Mais en rôle donc, de résistance, c'est Argenteuil, avec des grandes figures, Jim Clifford, qui passait plusieurs fois en Italie, qui a créé cette fratellanza, et j'ai connu sa fille, sa famille, et surtout la grande figure, c'est Rino della Negra. Alors là, c'est une histoire particulière, donc je vais vous dire le mot. Donc, Rino della Negra, il fait partie du groupe Manouchian, et c'est aussi un footballeur qui faisait partie de l'équipe du Red Star. Et là, c'est une chose paradoxale qui s'est passée, c'est que l'emblème du Red Star, c'est une étoile rouge. Et regardez quand elle était, quand a été créé le Red Star, 1897, c'est-à-dire avant l'Union soviétique, il apprend l'étoile rouge. Et c'est Gilles Rimet qui l'a créé, Gilles Rimet qui créera la Coupe du Monde de foot, et il avait donné ce nom, parce qu'il ne savait pas quel nom donner, et ça faisait place à un nom britannique, et il avait chez lui, Gilles Rimet, une fille ouverte, de temps en temps, il allait en Angleterre, et le bateau s'appelait le Red Star. Il a dit, tiens, ça va faire joli pour le club. Et ce qui s'est passé, c'est que ce Red Star, avec son siège à Saint-Ouen, s'est intégré dans le football populaire, et cette étoile rouge, elle a pris une teinte de sports légétistes, parce que le Red Star participait au tournoi organisé par la FSGT, c'est la Fédération sportive et chimique du travail et émanation de la CGT. Il était en milieu ouvrier, et les deux étoiles, l'étoile du communisme et l'étoile du Red Star, ont fini par se rejoindre. L'étoile rouge ne meurt jamais. Et j'avais une autre affiche là, que j'ai perdue, où on trouve les deux, le Red Star et le parti communiste sur la même affiche, avec Rino della Negra, les deux étoiles se sont finalement rejoints. Alors, Rino della Negra, il a mené des actions antifascistes en France. Le siège fasciste se trouvait rue Sédillot, à Paris, là où se trouve aujourd'hui le lycée italien. Et on avait à Paris des Italiens contre des Italiens. C'est-à-dire que Rino della Negra a mené l'assaut contre le siège fasciste. Et finalement, il a été pris et il sera fusillé avec le groupe Manouchian en février 1944 au Mont Valérien. Il y a d'ailleurs 5 Italiens dans le groupe qui faisait partie du groupe Manouchian, et un Italien, c'est Spartaco Fontane, qui figure sur l'affiche rouge. Alors, donc, cette différence entre Nogent et Argenteuil, elle peut s'expliquer parce que les gens de Nogent viennent d'une région donc, de l'Apennin dur, qui est une région de petites propriétés. Là, on n'a pas eu à Nogent ce phénomène on n'a pas eu ce phénomène de la diffusion dans la région de Ferrières, ils viennent des Italiens de Nogent, ils viennent de l'Apennin, à la limite je l'ai dit tout à l'heure, de l'Émilie et de la Curie. Ce sont des petites propriétés et on n'a pas
ce phénomène de journaliers qui s'organise alors que Argenteuil vient de l'Émilie-Romagne, cette région où les paysans se sont organisés, on a eu des cases d'époque, etc. Donc voilà, on en est en 1943-1944 en France. Poursuivons sur l'Italie. Alors l'Italie, je l'ai dit tout à l'heure, elle est sous la République de Salò. C'est la République sociale italienne et cette République, elle a à sa tête Mussolini. Et Mussolini qui est une marionnette aux mains d'Hitler. Ces décisions ne sont entérinées que si elles sont adoptées par Hitler, et Hitler les analysera, vous savez quand, en février 1945, à la fin de la guerre. Jusque-là, tout reste lettre morte. Alors que Mussolini est revenu à son premier fascisme. Il en veut aux patrons qui l'ont trahi, il veut tout nationaliser, il veut un fascisme pur et dur, bien sûr. Il n'est pas suivi. Le point commun entre Hitler et Mussolini, c'est bien sûr la lutte contre les antifascistes, mais sinon des points de divergence. L'Italie est pillée, le matériel s'en va vers l'Allemagne, et donc il y a des divergences d'intérêt très fortes. Et même sur la question juive, on ne peut pas dire que Mussolini était des juifs, non. L'administration fasciste a eu la même attitude que Vichy. Elle a collaboré avec les Allemands pour les déportations. Mais avant septembre 1943, il n'y a pas eu de déportation. Après, oui, elles ont été exactement au même rythme qu'en France, et c'est bien écrit dans un roman de Hassan qui s'appelle Le jardin de Fizzi Contini. On voit une famille qui est déportée en février 1944, exactement en même temps que Rivoli, qui lui aussi va être déporté à Auschwitz en février 1944. Et vous savez ce qu'il a écrit dans Si c'est un homme. Considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Donc voilà, ces déportations, et il y a 1000 juifs qui sont déportés en octobre sur les 4000 qui sont à Rome, avec ce débat sur le rôle de Pie XII qui aurait donné ordre aux congrégations de protéger des juifs, le débat, mais qui n'a jamais pris de position publique contre les nazis. Ça, c'est une certitude. Donc, de la répression et le point fort de cette République de Salò, c'est la garde nationale de la République. Cette garde nationale, elle est constituée de jeunes Italiens qui sont recrutés de force, des carabiniers qu'on y a intégrés de force, et puis de ce qui est resté de l'armée italienne. Mais c'est une force, cette garde nationale, qui est ambivalente. Les Allemands essaient de la mouiller un maximum par l'exécution de résistants pour qu'elle ne bascule pas du côté de la résistance. Et on a une société, pour le moins glauque, entre guillemets, en Italie, où la population sent que la guerre va être perdue, et dans l'administration, certains fonctionnaires jouent le double jeu. C'est particulièrement bien rendu dans le roman de Carlo Bucarelli et son commissaire de Luca, qui est un commissaire intègre qui enquête sur des meurtres à cette époque. Et donc c'est dans cette ambiance que commence la résistance en ordre dispersé. Il y a des régions où la résistance
va démarrer très vite à Rome des attentats dès octobre 1943. Dans la région de Reggio Emilia, même chose, des brigades vont être constituées, alors que du côté que je connais là, sur la frontière Ligurie-Émilie-Romagne, c'est seulement en mai 1944 que les bandes seront assez nombreuses pour constituer une brigade qui sera la brigade Montepena. Donc, on a dispersé cette résistance qui a du mal à démarrer, seulement quelques milliers de résistants, et les Alliés vont tenter un débarquement qui va louper. Ils essaient de prendre les Allemands à revers, et ça va être le débarquement de Anzio et Antiogénie 1A. Là, vous voyez, ils essaient de passer derrière la ligne Gustave pour aller par ici, et ensuite ils espèrent marcher sur Rome, mais ça ne fonctionne pas, et les militaires débarqués vont rester coincés ici à Anzio et seront laminés. Donc on est en ce janvier 1944 un peu bloqué en Italie. C'est seulement vers février, le mois suivant, que la situation va commencer à s'améliorer. Vous voyez, j'en suis là, février, avril 1944. La population, elle est là, elle commence à lâcher de plus en plus la République de Salo, et elle est informée des reculs allemands par le monde là. Et alors, il n'y a pas l'équivalent de Gaulle chez les Italiens, c'est un Anglais qui cause dans la BBC, et les Italiens l'appellent le colonel Buonasera, il s'appelle Harold Stevens, et tous les soirs, il s'adresse aux Italiens en leur disant bonsoir, et de cette façon, ils sont informés du recul allemand, Stalingrad à l'hiver 1943, Leningrad en janvier 1944, et les Italiens, ils sont soutenus par un prêtre. C'est ce qui va sauver la démocratie chrétienne à la libération. L'Italie est désorganisée, les familles sont éparpillées, et le lien entre les familles éparpillées, ce sont les églises. Ça marche pour les ravitaillements, pour les informations. Et vous avez des prêtres de base qui sont proches de la population. Et dans le village de ma mère, à Togo, le prêtre, que moi j'avais toujours considéré comme un parfait réactionnaire, et au moment de la résistance, il a aidé les partisans, il a prêté le clocher pour que les partisans voient venir les militaires allemands. Et ce village, il était un village de Juste, il a protégé des Anglais qui s'étaient échappés d'un camp d'internement près de Tarbes. Et parce que voilà ce qui s'est passé en septembre, je vous dis, l'Italie était complètement désorganisée, et il y avait des prisonniers qui avaient été capturés pendant une guerre d'Afrique, qui étaient internés en Italie. Et en septembre 1943, les camps se sont ouverts. Et ces prisonniers, ils ont essayé d'aller de Parme vers la mer pour s'embarquer. Ils se sont trouvés dans ce village-là. Le village s'est organisé pour les protéger, pour les cacher. Il y avait aussi, là par hasard, un médecin juif, parce que il a répondu au village par hasard, certainement parce que ses parents venaient en vacances dans la montagne. Les gens viennent de Gênes dans la Pénin pour connaître l'air de la montagne. Et cet ensemble de soldats qui s'étaient enfuis en février 1943, ce médecin qui a soigné le village pendant toute cette période, eh bien, il a été abrité parce que cette région-là
avec des ponts continuellement ratissés par l'armée allemande qui craignait un débarquement entre Vintimille et Vialecce. Et ce débarquement, finalement, il aura lieu en Provence avec l'armée de Olaf de Cassini. Mais les Allemands, continuellement, ont ratissé l'Appennin et ce village dans lequel j'ai recueilli les témoignages. Et ce village, il était organisé par quelques leaders et j'ai très bien connu l'un d'entre eux, je suis devenu ami. Et lors de son enterrement, j'ai relaté un peu ce qui s'était passé et je vous lis un extrait de mon discours, entre guillemets, à ce moment-là. Voilà. Dans la ville haute, dite la Cassette, des hommes se sont relayés sous le toit du clocher. Il avait été prêté par le curé pour voir venir l'envahisseur. Et il fallait être attentif, surtout l'hiver, quand les Allemands avançaient dans la neige vêtus de blanc. Le village se trouvait à 1100 mètres et parfois de 1,50 m de neige. Les Allemands vêtus de blanc, donc. Quand la venue de l'ennemi était détectée, sur un signal guetteur, les réfugiés sortaient des maisons par l'arrière pour aller vers leur cachette. Elles se trouvaient dans la montagne ou dans le village lui-même pour se cacher au plus vite s'ils étaient pris de court. Et le système d'alarme organisé grâce au curé a bien fonctionné. Malgré plusieurs fouilles, les soldats allemands n'ont rien trouvé à Torino. Donc, ça a marché. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.